Jeudi 6 février, bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. Tout de suite, les titres que nous allons développer. Avancée dans l'affaire JPK, la procureure de la République demande plus de moyens pour instruire le dossier. Une lueur d'espoir 27 ans après la disparition du journaliste Jean-Pascal Couraud, alors que sa famille dénonçait encore il y a 2 mois la lenteur de l'enquête. Les essais nucléaires en Polynésie ont marqué l'histoire, mais leur mémoire continue de se construire. Un nouvel outil voit le jour, le dictionnaire historique du Centre d'expérimentation du Pacifique, une ressource gratuite et bilingue que nous présentera Renaud Metz, co-directeur de publication. Comme chaque jeudi, place aux exploits de nos athlètes à l'international. Cette semaine, cap sur l'Hexagone avec un programme intense, du javelot, de l'aviron indoor et du volleyball. Oriano Tefao nous fait vivre ses performances dans Terra Sport. C'est certainement une avancée dans l'affaire JPK. Jean-Pascal Couraud, journaliste d'opposition disparu en 1997. La procureure de la République nous a confié avoir demandé plus de moyens pour travailler sur le dossier. Une bonne nouvelle, 27 ans après, pour la famille de JPK qui dénonçait encore en décembre dernier la lenteur de l'instruction. Sophie Guébel, Jeanne Tinouroy et Mike Liral. 7 ans après le décès de Jean-Pascal Couraud, une avancée notable se dessine enfin dans l'affaire JPK. Hier, lors d'une conférence de presse, la procureure de la République a annoncé faire de ce dossier une priorité. Elle sollicite plus de moyens pour instruire l'affaire. Il y a une question de moyens, effectivement, qui se pose. Mais c'est évidemment quelque chose qui n'est pas audible pour des victimes qui attendent et je comprends parfaitement cette attente. Donc nous travaillons aujourd'hui à trouver une solution pour dégager du temps de magistrats, dégager du temps de professionnels pour pouvoir examiner, faire un point très précis sur cette affaire, sur les actes qui restent à effectuer et qu'on puisse satisfaire cette légitime attente de voir aboutir prochainement cette affaire. Une bonne nouvelle pour la famille de JPK qui s'était déjà fait entendre en décembre. Elle dénonçait la lenteur de l'instruction. Le dossier est passé entre les mains de 7 juges d'instruction en 20 ans. Des juges en manque de temps et de moyens pour traiter cette affaire tentaculaire. Pour l'avocat de la famille, la justice fait enfin son devoir. Cette annonce même conditionnelle démontre une chose, que l'autorité judiciaire, et je remercie la procureure de la République de l'avoir dit, ne peut pas ne pas mettre un effort particulier pour que cette affaire, qui est une des plus belles affaires de la République, soit réglée. Donc ça me semble normal. Donc la justice ne laisse pas ce dossier-là dans cet état-là. Donc c'est un devoir que de donner une réponse, notamment à la famille. Le JPK, justement, est parti depuis déjà le 17 décembre 1997, je le rappelle. Hein. Donc la justice se doit de donner une réponse. Des réponses pour la famille et l'espoir d'un procès selon les conclusions de l'enquête. Une enquête impliquant pour l'heure 5 personnes mises en examen. Rere Puputaoki, l'ancien patron du GIP, et 2 membres du groupement, Tutu Manaté et Tino Mara. Mais aussi Francis Tin, un ami proche de JPK, et l'ex-compagne de celui-ci, Miri Tatarata. Gaston Floss, alors fondateur du GIP, sera-t-il également entendu dans cette affaire? C'est en tout cas une demande de la famille JPK qui espère pouvoir enfin passer au temps du deuil. Justice toujours avec le renvoi du procès en appel du docteur Jean-Paul Théron. Pour rappel, il a été condamné en octobre 2023 à 6 mois de prison avec sursis et 290 000 francs de dommages et intérêts. Une condamnation pour des violences commises sur un clerc d'huissier et des outrages proférés à l'encontre d'une gendarme. Le médecin de 66 ans et ses conseillers ont motivé ce renvoi par l'absence des témoins visuels qui ont mis en cause le praticien, actuellement radié par l'ordre des médecins. Jean-Paul Théron devrait être de nouveau jugé le 4 septembre. On l'écoute au micro de Nicolas Pérez. En réalité, ces témoins visuels, ce n'est pas moi qui les cite. Ce sont des témoins qui se sont investis personnellement pour témoigner. Ils étaient présents
Et je leur ai rien demandé. Et donc, quelque part, c'est quand même presque une forme de courtoisie quand même qu'ils soient présents. Alors, moi, vous savez, la polémique sur cette affaire, j'ai pris de la distance. Je suis absolument convaincu que ce procès était politique. Les réponses politiques ont été données assez largement à M. Fritsch, qui avait porté plainte contre moi. Et le Conseil de l'ordre des médecins, je les ai pas... Je ne fais pas de guerre contre eux, mais je n'ai pas d'estime ni de respect pour cette institution. Tout ça est parfaitement connu. La quête de vérité et de justice sur les essais nucléaires en Polynésie continue d'avancer. En 2018, une nouvelle impulsion a été donnée, aboutissant à l'opération Recotica en 2021, puis à la déclassification d'archives désormais accessibles aux chercheurs et au grand public. Plus récemment, la création de l'Observatoire des héritages du CEP à la Maison des sciences de l'homme marque une nouvelle étape dans l'écriture de cette histoire. Aujourd'hui, un outil en ligne inédit et bilingue vient enrichir cette démarche en offrant une base de connaissances sur cette période et ses conséquences. Le premier dictionnaire historique du Centre d'expérimentation du Pacifique. Présenté à l'Université de Polynésie ce jeudi, ce projet est le fruit d'un travail de recherche et de collaboration intégrant pleinement les Polynésiens. Pour en parler, nous accueillons Renaud Metz, co-directeur du projet. Bonsoir. Bonsoir Athéna, merci de votre invitation. Alors quel a été le point de départ de ce projet ? Vous l'avez très bien dit, en fait, ça s'inscrit dans le ton un peu long de la recherche. En 2018, le pays avait financé un programme de recherche qui s'appelait Histoire et Mémoire. Et donc, entre 19 et 21, on a constitué une équipe. En 22, on est venu présenter les premiers résultats de ces travaux dans un colloque qui avait été très riche, très intéressant. On avait senti la demande sociale et on avait réservé une demi-journée de confrontation, d'échange avec les profs qui sont très impliqués depuis 2018 aussi dans l'enseignement du fait nucléaire. Et ils nous avaient dit, nous, on est là pour enseigner l'histoire, pas pour la faire. Et on manque un peu de matériaux. C'est pas qu'il n'y ait rien, mais il n'y a pas suffisamment. Et du coup, on a eu l'idée, plusieurs d'entre nous avaient des références de dictionnaires en ligne. On s'est dit, voilà, ce qu'il nous faudrait, c'est un outil qui permette de proposer un état des lieux en temps réel, des connaissances historiques, surtout que maintenant que les déclassifications commencent, on va progresser sur ce front pionnier des connaissances. Et l'idée, c'est de diffuser largement dans un langage plus simple, dans un format accessible, numérique, donc accessible partout, avec une dimension pédagogique, donc beaucoup d'images, beaucoup d'iconographie, qui donne à voir notamment les sources de l'époque, les archives, pour que nos jeunes puissent comprendre comment on écrit l'histoire et pour que les professeurs du secondaire, du supérieur, n'importe qui, à vrai dire, puisse se faire une opinion par lui-même sur la base de notices qui sont rédigées par des spécialistes et dans un cadre très formel, très scientifique. C'est-à-dire qu'on diffuse des connaissances, mais elles sont faites selon les critères des revues savantes les plus exigeantes. Ce dictionnaire est en ligne, bilingue français-tahitien et en constante évolution. Pourquoi avoir choisi ce format numérique, mais surtout bilingue ? Bilingue, en fait, on n'y avait pas forcément pensé d'emblée. Et pourtant, quand on fait nos enquêtes sur le terrain, parce qu'on va voir les archives, mais on va aussi faire des entretiens avec les anciens travailleurs, on voit bien qu'il y a cette question de la langue. On voit bien que nos anciens, ils parlent plus facilement, évidemment, le tahitien que le français. Et en fait, quand on a lancé notre observatoire des héritages du CEP en novembre 23, ici, devant les autorités politiques, les associations, etc., ils nous ont dit, mais attendez, c'est bien votre projet de dictionnaire, on leur a présenté, mais vous nous laissez des miettes, vous voulez faire juste des résumés en tahitien et les notices en français. Ah non, il nous faut. Et alors, on s'est dit, ils ont raison, on a été tapé à toutes les portes, notamment au CNRS, qui nous finance assez généreusement les traductions. Et je pense que c'est important, y compris pour ces anciens travailleurs qu'on interroge, qui font l'effort de nous raconter leurs souvenirs, parfois avec leurs petits-fils, les anciens travailleurs polynésiens. Et je pense que ce qui me frappe beaucoup quand on fait nos entretiens avec ces anciens travailleurs, c'est que ils vont utiliser leurs petits-enfants comme traducteurs pour les aider un petit peu à dire en français leur récit. L'histoire. Et c'est exactement ça. Les petits-enfants n'ont jamais entendu leur grand-père en parler. Et on se dit qu'avec un site français et tahitien, ça va aussi favoriser la circulation, l'échange même au sein des familles, des générations grand-père, tu as vécu ça, qu'est-ce que tu penses de cette notice qui raconte la façon dont on travaillait sur tel atoll, sur les sites, etc. Comment espérez-vous qu'il soit utilisé, on a entendu donc par les enseignants, vous avez répondu, mais par le grand public? Déjà, c'est accessible de n'importe où et je pense que ça peut intéresser aussi...
Mon obsession, bien sûr, c'est que les Polynésiens puissent connaître leur histoire. Mais j'aimerais aussi que les Français de la France continentale la connaissent. Parce que ce qui est fou, si vous voulez, c'est qu'il y a des notices qu'on fait sur des acteurs qui sont complètement méconnus, complètement oubliés. Bon, bien sûr, le général de Gaulle, on connaît. Mais il y a une notice, par exemple, sur le général Thierry, qui, à lui tout seul, a choisi quasiment le site des Tuamotu, qui a décidé à lui tout seul de ne pas alerter les populations quand le premier essai Aldébaran a eu des retombées sur les Gambiers. Et cette figure historique est complètement méconnue des Polynésiens, mais aussi des Français. Et donc, ce que j'aimerais, en fait, c'est que ce soit un outil qui soit utilisable partout, y compris à l'étranger, pour que ça fasse rentrer dans la mémoire collective cet épisode tahitien ou franco-tahitien d'une histoire qui est en fait une histoire globale, parce que ça concerne toute la période de la guerre froide, et c'est une histoire, en fait, même internationale. Et dernier mot, un projet qui va continuer à s'enrichir au fil du temps. C'est aussi l'intérêt d'un outil numérique. C'est-à-dire que les notices, on va en rajouter, on va parfois les mettre à jour si des nouvelles archives nous apportent des nouvelles informations. Et puis, en fait, il y en a dans les tubes. Alors, c'est un processus assez long parce qu'elles sont écrites ou coécrites, vérifiées, relues anonymement. Mais ça prend du temps. Mais du coup, ça va continuer à produire au fil de l'eau des nouvelles notices. Et on est très content de penser que ça continuera longtemps. Renaud Metz, merci. Je rappelle que le dictionnaire historique du CEP est à retrouver en ligne à l'adresse dictionnaire-cep.upf.pf. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Soutenir les associations environnementales, un geste à la portée de tous. La FAPE lance le fonds Natura Polinetia, un nouvel outil pour financer les initiatives locales de protection de l'environnement. Et pour aller plus loin, Tahiti Tourisme s'associe au projet en créant une plateforme en ligne dédiée à la collecte de dons des touristes et des particuliers. Thomas Chabrol et Meritato nous en parlent. Renforcer les actions de protection de l'environnement, c'est l'objectif de la FAPE. Pour y parvenir, la fédération vient de créer un fonds de donation, le fonds Natura Polinetia. 8 entreprises l'ont déjà abondé à hauteur de 500 000 francs chacune. Ces fonds seront attribués à des projets que l'on aura sélectionnés à travers un comité de sélection formé des entreprises donatrices. La Fédération des associations de protection de l'environnement regroupe une 60aine d'associations. Toutes jouent un rôle essentiel et complémentaire dans la préservation de la biodiversité terrestre et marine du Fénois. Car derrière l'image de la carte postale, la Polynésie n'échappe pas aux menaces de pollution. Depuis la crise sanitaire de la Covid, les touristes n'hésitent plus à s'engager pour le développement durable. Lors de leur séjour, certains font des dons aux associations. C'est vrai que c'est une démarche, je pense, que de l'humain en règle générale et qui aujourd'hui cherche à aller plus loin dans ses déplacements, dans ses expériences touristiques et donc à mieux comprendre la destination et avoir un impact positif derrière. Le tourisme engagé pour l'environnement, grâce à une plateforme mise en ligne pour collecter des dons de particuliers et de touristes, Tahiti Tourisme s'associe à la démarche de la FAPE et les montants collectés seront reversés dans le fonds Natura Polinetia. Dans cette collaboration donc, avec Tahiti Tourisme, on fait la promotion auprès de l'industrie touristique pour adhérer plus de donateurs fondateurs. Pour protéger les vallées, les plages ou l'océan, le bénévolat est un moteur, mais le carburant, c'est l'argent. Pour bénéficier des fonds collectés, il suffit désormais aux associations de la FAPE de présenter des projets. C'est un grand soir pour les acteurs du sport polynésien. Organisé par le Comité olympique de Polynésie française, la 3e édition du Eito Toaro débute dans quelques minutes à la présidence. On y rejoint Olivier Huc. Olivier, bonsoir. Comment se prépare la soirée ? Oui, bonsoir Athéna. C'est une grande soirée de gala qui s'annonce pour nous ce soir sur Tahiti Nui Télévision, organisée, comme tu l'as dit, par le COPF, le Comité olympique de Polynésie française. 15 prix seront décernés lors de cette soirée. On rappelle que ce sont les fédérations qui, à peu près pendant 2 mois, ont listé tous les lauréats potentiels qui recevront un prix ce soir. Un jury de 7 personnes a choisi les nominés et puis les vainqueurs qui recevront un trophée. En tout cas, les résultats sportifs, c'est ceux qui ont été obtenus sur l'année 2024. Et il y a eu, rappelez-vous, de très beaux exploits. Rappelons également qu'il y aura un prix spécial TNTV. Ça sera plutôt vers la fin de soirée avec le meilleur moment de télévision sportif vécu sur nos antennes et avec vous bien sûr. En tout cas, c'est une belle soirée du côté de la présidence qui nous attend. J'aurai le plaisir de co-animer cette soirée avec Tumata Vairaroa. Voilà en tout cas ce qu'on peut dire Athéna pour cette soirée. Le rendez-vous est fixé pour le direct sur TNTV à 19h20. On sera également en direct sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci Olivier. À dans quelques minutes donc sur notre chaîne. Et on enchaîne avec notre rubrique du jeudi, place à Terra Sport.
Avec nous en plateau, notre spécialiste Oriano Tefao. Bonsoir. Bonsoir Athéna. Alors on commence ce tour d'horizon dans l'Hexagone avec des nouvelles de notre lanceur de javelot olympien Teuraï Terei Tupaya, revenu de blessure. Et oui, après les JO de Paris, Teuraï Terei s'est fait opérer du coude et s'est laissé le temps de bien suivre sa rééducation. Il y a quelques semaines, il a fait un stage du côté de l'île de la Réunion pour retrouver ses sensations et la confiance est de retour, comme il nous l'explique dans cette interview. Écoutez. Oui, très confiant, surtout quand je vois l'avancée de l'état de mon coude. Ça avance très bien, je suis bien entouré avec mon prépa physique, mon entraîneur et tout le staff médical que j'ai à côté ici à Strasbourg. Donc je me suis très bien entouré pour que tout se passe bien, en tout cas pour l'année. Et prochaines échéances, ça serait d'entrer en fait en compétition au mois de mi-mai, voire début juin, en fonction de la situation. Et si jamais ça doit prendre un peu plus de temps, je repousserai mon entrée. Mais l'objectif cette année, ça serait d'être présent lors des championnats du monde en septembre à Tokyo. Après Strasbourg, direction Paris, les élèves du lycée Touyanou, le GAEC de Papara ont brillé le week-end dernier au championnat de France d'aviron indoor à Paris. Et oui, après une préparation intensive avec la coach de l'équipe de France féminine d'aviron, les Eito de Papara ont affronté les meilleurs rameurs de l'Hexagone. Ils ont pris la 9e place en équipe mixte. En individuel, Pahero Anaiki a remporté le bronze sur 500 mètres dans la catégorie des moins de 16 ans. Les élèves ont aussi participé à des courses sur 2000 mètres et un relais sur 4 fois 250 mètres. Des résultats plus qu'honorables pour ces jeunes sportifs qui ne pratiquent l'aviron indoor que depuis août dernier. Une expérience qui leur a permis d'affiner leur technique et de se familiariser avec le haut niveau. Félicitations à nos Eito de Papara. On parle volleyball maintenant. Coup de projecteur sur Kohai Brothers. Elle a seulement 19 ans et joue dans l'équipe de Calais en National Elite, l'équivalent de la 2e division. Et oui, la jeune Polynésienne ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle rêve de l'équipe de France. Valentin Lefebvre et Wallis Glaise l'ont rencontré lors d'un déplacement avec son équipe. Regardez un reportage. C'est sûrement la volleyeuse polynésienne la plus prometteuse de l'Hexagone. À seulement 19 ans, Kohai Brothers n'en finit plus d'impressionner les observateurs. Un parcours hors du commun pour celle qui joue à Calais depuis l'été dernier. La jeune Polynésienne a quitté le Fénois à l'âge de 16 ans seulement pour tenter sa chance dans l'Hexagone. J'ai pensé pourquoi pas la France parce que il y avait des clubs à Tahiti qui me demandaient, donc je me disais que j'avais un bon niveau et tout. Et pourquoi pas me lancer aller en France et aller encore plus loin. Malgré une faible expérience, sa première saison avec Calais est une réussite. Kohai conserve l'humilité et l'envie d'apprendre. Elle admet encore avoir des aspects améliorés, notamment son mental. Cette remise en question permanente est un atout majeur pour son jeu et pour l'équipe. Autre atout, et pas des moindres, la joie de vivre. La bonne humeur de la Tahitienne a conquis le cœur des Calaisiens. J'ai toujours la joie de vivre, la bonne humeur. Et c'est ma force, mon sourire. Je rapporte la chaleur de Tahiti sur le terrain. Au quotidien, l'athlète trouve sa plus grande force dans sa famille et qu'elle cite comme sa principale source de motivation. Cet attachement se reflète aussi dans son envie de réussir. J'ai de la famille, des cousins, cousines qui viennent me voir de temps en temps, la famille de Paris. Mais c'est vraiment rare qu'ils viennent me voir. Ah oui, c'est beaucoup dur, c'est très dur même, mais on fait avec. C'est ma motivation de me lever chaque jour. Quoi qu'il en soit, sa compréhension approfondie du jeu et sa capacité d'anticiper la trajectoire de la balle devraient lui permettre d'accéder rapidement à l'élite du volley français. Il ne serait donc pas surprenant de voir Kohai en équipe de France dans quelques années. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Voilà, et donc bon courage à notre volleyeuse tahitienne. Et c'était l'essentiel de l'actualité de l'étranger, de nos Eito à l'étranger, Athéna. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Oriano, à jeudi prochain. Dans quelques instants, ne manquez pas la 3e édition des Eito Toaro en direct sur TNTV. Plus tard, le meilleur pâtissier spécial célébrité. Demain, retrouvez Davidson Bennett pour vos journaux du week-end. Excellente fin de semaine à tous, à lundi. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.